Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Mathieu Bouchard, le président fondateur de l'Institut AAT. Et il va nous parler de l'extinction de la peur, volet nutrition cette fois-ci. Bien, bonjour Luce, merci de l'invitation sur votre podcast. Comme vous avez sûrement avoir vu, Mathieu Boulay, donc en fait moi et Mathieu Boulay, on a présenté au IAFNR sur ce sujet, donc l'extinction de la peur. Pourquoi on a pris le sujet de l'extinction de la peur? En fait, chez l'être humain, c'est la peur, mais en fait c'est le concept. Si vous regardez ce que Joseph Ledoux parle, je suis sûr que Mathieu a parlé de Joseph Ledoux, parce que Joseph Ledoux, c'est un si je me souviens bien, un professeur de neurologie ou un neuropsychiatre. Enfin, je suis pas, dans son titre, je suis pas vraiment... c'est un chercheur, en fait, donc ça, je sais. C'est lui avec le concept de la peur. Le concept de la peur est propre à l'être humain parce que la peur est une émotion, en fait. C'est l'extinction du mécanisme de survie. Donc, c'est en fait ça. Pour l'être humain, c'est la génération de la peur parce que, je veux pas, c'est notre manière que notre cerveau fait la computation de ce type d'information-là. Mais c'est relié beaucoup au du syndrome post-traumatique et à l'anxiété, en fait. Donc, c'est ce qu'on va voir le plus commun dans les expressions au niveau des données médicales. Parce que l'expression de la peur en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va y aller vraiment vers le syndrome post-traumatique et l'anxiété, qui sont des reflets d'une peur trop grande. En fait, c'est comme si le corps sentait une attaque à sa survie et répond de manière beaucoup trop agressive. Donc, c'est un peu le concept qu'on voulait véhiculer au IAFNR. Parce qu'on entend souvent la psychologie parler de ça, donc le concept de l'extinction de la peur. Mais quand tu te rends compte un peu, si vous avez vu Matt, un peu qu'est-ce que lui, en posturologie, en neurologie fonctionnelle, le concept en arrière de ça qui pourrait driver le processus. Puis pourquoi on a fait un talk à deux, c'était beaucoup par le fait qu'on se rendait compte que l'anxiété, c'est quand même une interprétation du cerveau. Mais le cerveau, lui, reçoit de l'information du reste du corps humain. Donc, vous avez vu les mécanorécepteurs, vous avez les récepteurs avec Matt Boulay, les somatosensoriels, finalement, là, qui vont s'imbriquer dans le cerveau. Mais ce cerveau-là, lui, après, doit l'interpréter, le signal. Et c'est dans l'interprétation que là, on rentre dans la physiologie et la nutrition du concept. Parce que tu te rends compte qu'il y a des actions qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, ou comme au niveau de la nutrition et du mode de vie, qui vont influencer énormément comment la perception va se passer dans le cerveau. Si on fouille la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur ce concept-là. Mais, comme il n'y a pas de médicament qui se vend pour vraiment ce concept-là, c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'argent qui a été véhiculé, mais il y a beaucoup de science. Fait que c'est quand même super pertinent. On parle des neurotransmetteurs parce que c'est un peu, en fait, la manière que le cerveau communique avec le corps et avec lui-même. Donc, en différentes parties, c'est des expressions. Il faut voir que dans l'exception de la peur étant c'est très primaire, en fait. Donc, la survie vient des parties primaires du cerveau. Donc, c'est les parties primaires du cerveau qui vont extrapoler un signal aux parties cognitives et les parties cognitives l'interpréter de manière à c'est un problème. Donc, une réaction exagérée à. C'est là qu'on a un clash un peu avec la physiologie puis l'endocrinologie, un peu mon point à moi que j'ai apporté dans notre conférence, c'est que tu te rends compte que les hormones de base, comme l'insuline et le cortisol, ont un impact sur comment le corps va produire et réagir à ces neurotransmetteurs. Donc, c'est un peu problématique, là, parce qu'en fait, c'est bien la dernière chose quand tu rentres dans un bureau psychologue qui te demande un bilan médical. Donc, c'est un peu problème, parce que là, tu rentres avec un problème, parce que oui, les post-traumatiques et les troubles d'anxiété généralisés sont de plus en plus fréquents. Mais pourquoi? Parce que le cerveau, il n'est pas capable de gérer l'information de manière adéquate. C'est du bruit environnant. C'est ça. C'est que dans le cerveau, il y a déjà un white noise. Il y a déjà un bruit de fond qui crée de l'interférence. Après ça, on rajoute quoi? On rajoute de la résistance à l'insuline, parce que c'est très fréquent, beaucoup plus que les prises de sang standard le démontrent. Et on rajoute aussi là-dessus un manque de sommeil chronique, qui lui aussi va augmenter le cortisol. Le cortisol a un rôle dans le cerveau à jouer énormément sur la dopamine. Donc, quand tu lis un peu sur maintenant, la science est rendue sur le concept d'extinction de la peur. Ils se rendent compte qu'il faut un système dopaminergique efficace pour être capable de ce qu'on appelle du fear extinction. Oui, mais la dopamine est affectée en fou par
l'état physiologique. Mais pourquoi on n'adresse jamais ce problème-là? C'est pourquoi on n'adresse jamais le sommeil d'une personne qui est stressée, qui fait de l'anxiété? On va lui dire, ben oui, mais prends des lativants, puis fais de la méditation. Oui, mais parce que si elle finit par jamais dormir, ça ne marchera jamais. T'sais, si la personne, son déjeuner, c'est 3 pop-tarts avec un verre de jus d'orange, puis elle est résistante à l'insuline, puis elle a de la misère avec l'anxiété, elle va en faire encore juste plus. Parce que là, on a un problème qui va arriver. C'est tout le temps d'évaluer, puis tu as l'outil correct pour l'évaluer. Quand j'étais à la conférence, je posais la question c'est tous des docteurs, en fait. La plupart, c'est des docteurs ou des maîtrises, donc des gens qui ont des grosses études. Puis là, c'est quoi l'utiliser comme barème pour tester la résistance à l'insuline? Ben, l'hémoglobine glyquée et le glucose à jeun. Good, vous manquez à peu près 75% des gens résistants à l'insuline. Parce que le glucose à jeun, ben, si la personne finalement a eu assez de temps à jeun, ben, les glucose transporters qu'on appelle les GLUT1, GLUT2, GLUT3 qui ne sont pas insuline dépendants ont réussi à clairer du glucose parce que c'est un peu leur job. Puis l'hémoglobine glyquée, ben, c'est le même principe. La plupart des gens mangent soit pas beaucoup ou un peu tout le temps, mais ils se laissent des grosses périodes où ils ne mangent pas. Fait que, il y a des pics de glycémie, mais avant que la personne soit... Vous allez pogner, sur un test d'hémoglobine glyquée ou un test de glucose à jeun, vous allez pogner les gros diabétiques, donc les pires. Quelqu'un qui est déjà vraiment beaucoup diabétique. Les autres, vous ne les pognerez pas. Ce que vous allez pogner, c'est « Ah, il fait un peu de prédiabète. » On va essayer de faire attention. Non. Les études cliniques, puis les études épidémiologiques sur juste l'hémoglobine glyquée le montrent. C'est qu'aussitôt qu'on dépasse 5,7 d'hémoglobine glyquée, tu as du HbA1c. Il y a une hausse dramatique des all-cause mortality. Ça, c'est independent risk factor. Donc, ceux qui vont me dire qu'il y a des facteurs variables. Non, il n'y en a pas de facteurs dans ces équations-là. Ils ont pris facteurs de risque indépendants. Donc, aussitôt qu'on dépasse 5,7, il y a une augmentation drastique du concept. On a un problème si on sert 5,7 comme « Ah, bien, on va commencer à l'avertir là. » Non, non, non. À 5,7, le problème commence là. Il n'est pas problématique à 7. Il est problématique à 5,7. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut l'adresser? Oui, il faut l'adresser. On se rend compte juste en lisant un petit peu. L'oméga 3 aide avec ces concepts-là. Parce qu'il y a des études sur l'oméga 3, puis l'anxiété, puis les post-traumatiques. Comment ça fait ça? Bien, le mécanisme anti-inflammatoire. On sait que les oméga 3 passent aussi par un mécanisme qu'on appelle le mécanisme des endocannabidiols. Parce que l'oméga 3 en tant que tel, par une série de réactions, va devenir un endocannabinoïde. Donc, 2 différents dans le système, qui eux vont avoir un impact assez impressionnant sur comment le corps va gérer sa peur, finalement. Donc, ses émotions. Fait que, c'est toutes des recommandations. Là, on voit encore plus sortir des études. L'oméga 3 ne marche pas, l'oméga 3 ne marche pas, l'oméga 3 ne marche pas. Mais, soit ton étude, puis ça, c'est très drôle parce qu'on parlait tantôt de le groupe où on est, qui s'appelle Functional Nutrition for Healthcare Practitioners, qui est de Joe Smith. On parlait de Joe Smith qui avait d'avoir un nom qui n'existe pas. Mais, Joe Smith, justement, il y a une étude qui a été mise sur le groupe dernièrement. Je ne sais pas par qui. Puis Joe Smith, dans les commentaires, a répondu. Il dit, je ne sais pas si vous avez vu l'étude, mais il dit, regardez, le design est fait pour fail. Le design de l'étude a été choisi pour que l'oméga 3 fail. Il dit, puis après ça, tu regardes plein d'autres options dans l'étude, tu te rends compte pourquoi ça va marcher. Il y a plein d'autres facteurs confondants de pourquoi l'oméga 3 n'a pas marché. Oui, on ne peut pas dire que l'oméga 3 c'est une drogue magique, que ça va marcher sur tout le monde. On peut arrêter de dire que ça ne marche pas, par exemple? Parce que ça se peut pas que ça ne marche pas. Étudier le mécanisme d'action de l'oméga 3, ça ne peut pas rien faire. Si tu en mets assez pour une assez longue période. C'est un peu stupide de ne pas penser à ces recommandations-là. Après ça, on rentre, exemple, magnésium. Il y a une étude qui parle de magnésium thréonate, mais en fait, l'étude ne focus pas sur le magnésium thréonate. Ils ont pris le magnésium thréonate parce que c'est celui qui est supposé aller au cerveau. Mais ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont regardé si on met du magnésium dans le cerveau, est-ce qu'on peut réussir à travailler sur ce concept-là? L'étude est sur des rats, parce que ça a l'air que c'est pas légal de tester sur les humains. Mais ils ont testé sur des rats, puis ils se sont rendus compte que s'ils leur donnaient ça, il y avait une facilité à éteindre la peur. C'est facile chez les rats pour faire des situations pour la peur. Ils mettent soit des pads avec des chocs électriques, avec des trucs comme ça, puis ils réussissent à faire du conditioning. Puis ils se rendent compte que s'ils leur donnaient du magnésium, il y avait une amélioration de l'extinction du condition stimulus. C'est comme OK.
Mais maintenant, on sait que le magnésium taurate va au cerveau aussi. En fait, tous les magnésiums vont au cerveau, parce que sinon, ça ne marcherait peut-être pas. Là. Mais à date, le taurate et le thréonate ont peut-être l'effet le plus pertinent pour le cerveau. C'est quand même intéressant. Oui, c'est sur des rats, je suis bien d'accord. À être millionnaire, je le paierais sur des humains. Je suis sûr que ça marcherait. Le mécanisme d'action est relativement le même. Fait que, c'est toutes des choses de base. Et après ça, la résistance à l'insuline. La berbérine a des effets sur le mood. Fait il y a quelque chose qui se passe là, dans le concept. La berbérine, on sait que ça agit sur la MPK, donc l'enzyme monophosphate kinase, sur la mitophagie, l'autophagie, donc le recyclage des cellules. Après ça, il y a un paquet d'autres mécanismes, mais c'est un mécanisme qui est directement relié à un peu comment le diabète dysfonctionne les cellules. Donc, si on met de la berbérine, puis on note qu'il y a un changement de mood, ça, l'étude est sur les humains. Il y a quelque chose qui se passe. On a vu la même chose avec la metformine. On donne du metformine, puis on se rend compte que les gens sont moins anxieux, moins dépressifs. C'est un médicament de diabète. Donc, la metformine a été utilisée, c'est un biguanide pour le diabète. 100% son utilisation. C'est spécial. Mais non, parce que le diabète, c'est une condition systémique de manque, de mauvaise utilisation des ressources. Donc, le corps se met en mode, ça va pas tant bien finalement, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que mes ressources ne sont pas adéquates. C'est certain que si on travaille sur le mécanisme de l'action, on risque d'améliorer le concept. C'est tout le temps une question de travailler de manière holistique pour le ramener. Si on ne travaille pas sur ça, comment tu penses que ça va tenir? Comme ce que je parlais avec Matt, puis ce qu'on a présenté là-bas, en jasant avec Dr. Cedermark, c'est lui qui nous a invités à l'événement, on disait, comment tu penses réussir des modifications dans le cerveau si tu n'as pas évalué le body correctement? Ça ne tiendra pas. Parce que ton body tire la couverte de son bord très, très, très fort. Si ton client est très résistant à l'insuline, puis sur papier, tu ne l'as pas vraiment vu, tu penses qu'il est un peu résistant, il n'est pas si gros que ça, blablabla. Oui, mais pourquoi tu penses qu'elle ne tient pas ta modification? Parce que ce que tu réussis à amplifier, finalement, c'est le signal sympathique, donc c'est un signal de survie. Fait que le signal de survie, c'est default. Il retombe toujours sur le signal de survie, donc ce qu'il va faire pour survivre. Mais si ta nouvelle commande que tu veux lui donner passe ailleurs, ça se peut que ça prenne du temps avant que le corps emmagasine l'information de manière efficace. À cause que, justement, le signal qui vient du système, qui est beaucoup plus puissant que toi, qui essaie de reprogrammer par le cerveau, ça ne tient pas. C'est tout le temps une question de, bon, est-ce que je devrais apprendre tout ça? Je disais tantôt, je le disais aux praticiens là-bas, vous n'êtes pas obligé de devenir tous vraiment bons en nutrition. Là. Engager quelqu'un. Vous avez des cliniques, tout le monde a des cliniques. Tu ne veux pas apprendre ça, tu ne veux pas faire des cas compliqués. Les deux bases, recommandations de base correctes, tu es capable de les faire. Engage quelqu'un. Engage-toi un CNS, qu'on appelle le Certified Nutrition Specialist. Engage-toi un Naturopathic Doctor. Engage-toi quelqu'un qui fait la médecine fonctionnelle, qui va gérer ce cas-là. Parce qu'avec un cas de même, là, tu vas avoir des résultats faciles. Tu sais, on Matt, on a des cas ensemble, puis ça va beaucoup mieux de les avoir ensemble. Parce que d'un bord ou de l'autre, tu ferais ça, moi je ne ferais pas ça, puis le contraire, mais je ne réussirais pas à régler tous tes problèmes. Parce que ça ne marcherait pas, ça ne tiendrait pas ce que j'essaierais de faire pour les symptômes psychologiques, bien sûr. Fait que c'est le temps de recommencer après ça, juste comment on l'évalue. On fait quoi avec le client? On fait quoi avec le client? Est-ce qu'on l'évalue? Est-ce qu'on en donne un peu plus que le client demande? Oui, peut-être un peu plus dans certains cas que tu doutes qu'il y a un problème, parce qu'on a fait que je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas accès à des prises de sang à l'infini. Donc, souvent, il faut que je fasse avec les moyens du bord et que j'aille avec l'extrapolation. Mais je ne traite pas. Moi, je recommande des choses. Je peux voir que peut-être le client a besoin de ça, de la misère avec son appétit, de la misère avec sa gestion. Pas de problème, on va recommander une meilleure alimentation, on va recommander une structure alimentaire différente, on va recommander de prendre plus de magnésium, on va recommander de prendre l'oméga 3, on va recommander. Donc, c'est faire des recommandations pour, en fait, améliorer. C'est très rare que quand tu travailles sur la santé métabolique d'une personne, elle ne te dise pas que mentalement elle va mieux. Et pourtant, je ne suis pas psychologue. Je ne travaille pas sur la santé mentale de mes clients. C'est pas ma job. C'est un peu là qu'on devient au Conseil de médecine fonctionnelle de mind and body, la relation corps-esprit. Ben, on est rendu là. Il faut arriver au 21e siècle. En fait, il faut revenir au 18e siècle où le concept de mind and body, même au début du 20e siècle, était quand même encore très présent.
Puis après ça, on a tout séparé parce qu'on trouvait que c'était cute. Puis maintenant, on se rend compte qu'il faut tout remettre ensemble parce qu'il n'y a pas rien qui marche séparément. Hein? Ben non, pas vraiment. C'est pas supposé marcher séparément. Fait que c'est ça qu'on je pense qu'on est là. C'est un peu ce qu'on a essayé d'amener comme talk. Puis, tu sais, là, pour avoir eu des bons commentaires sur le talk, le monde fait wow, on n'avait jamais vu ça, ce côté-là. Ben, c'est sûr. Vous n'avez jamais pensé pour vrai? Tu sais, eux autres, c'est des neurologues fonctionnels. Fait que oui, ils voient le corps, mind and body, mais ils voient mind pas mal. Ils ne voient pas trop body. Tu sais, fait que leur approche à eux autres, c'est toujours de la réhabilitation du cerveau dans ces zones fonctionnelles pour le mouvement en soi. Tu sais, les émotions ne sont pas tellement imbriquées dans leur concept, même si, selon ce qu'on a vu d'autres conférenciers, le concept de stress et d'anxiété fait partie de leur approche, certains des praticiens. Mais après ça, de voir l'intégration comme ça, vous voyez que pour eux, même pour eux autres, c'est un peu nouveau. Là. Oui, quand même, parce que faut que tu fouilles quand même beaucoup pour faire le lien, faire les liens avec les différentes études, parce que souvent, ils ne sont même pas cités. Quand tu lis une étude, les citations ne sont même pas en lien avec le concept. Il faut que tu lis d'autres études pour finalement finir par te faire un Google Map View. C'est ça, une vue d'ensemble de comment la connexion fonctionne puis comment ça marche, finalement. C'est un peu ça. Mais c'est comme ce que tu m'expliquais la dernière fois, c'est vraiment une hiérarchisation de, par exemple, on pense toujours aux neurotransmetteurs en premier, mais les hormones influencent beaucoup plus les neurotransmetteurs qu'on imagine ou qu'on veut l'imaginer. Ben c'est ça, on a tendance à, il y a un gros trend des neurotransmetteurs, puis je trouve ça le fun parce que oui, ça fait pousser un peu plus la connaissance, puis comment ça peut être quand même analysé, même si c'est très sommaire ce qu'on peut faire avec une analyse, mais c'est de voir après ça que les hormones, eux, ont une influence majeure, en fait, sur l'expression, soit des enzymes, soit des transporteurs, soit de la production directement de ces neurotransmetteurs-là. Fait qu'après ça, de dire, oui, mais j'ai fait ça, il a fait ça. Oui, OK, donc, dans la question que tu as posée, là, il était comme ça. Ouais, s'il n'a pas dormi, ça fait quoi? S'il a mangé des pogos toute la semaine, ça fait quoi? Tu sais, s'il a fait ça, ça fait quoi? S'il a arrêté de prendre des stéroïdes, là, il est rendu où? Fait OK, mais si tu sais pas, ils font quoi? Toutes ces hormones-là sur tes neurotransmetteurs. Je dis pas de la rendre, moi je suis malade, je l'ai appris, mais je veux dire, je recheck encore, parce qu'une fois de temps en temps, je me dis, on va fouiller encore, parce que la science est quand même assez balbutiement dans ça. Donc c'est vraiment du nouveau, là. Elle commence à savoir marcher, là. Elle peut se faire des chemins, mais il y a tellement de données, c'est comme si tu disais à un bébé de faire un parcours obstacle, il va se péter ailleurs une couple de fois, mais il va peut-être se rendre à la fin un jour. Fait que c'est un peu ça, le concept. C'est que tu te rends compte après ça que, gars, rien pour la femme, avec la fluctuation hormonale, ben, pas mal sûr que les mêmes questions que tu lui poserais en milieu de phase folliculaire et en milieu de phase lutéale, tu n'auras pas la même réponse. Vous n'aurais pas le même tableau de neuros. Ben, ça serait complètement logique. Tu n'as pas le même environnement hormonal. Puis les hormones, entre eux, s'affectent. Donc, on sait que les hormones sexuelles affectent les hormones métaboliques, donc plus comme le cortisol et l'insuline. Et quand même, on fait une méga picture, là, parce que après ça, eux, ils affectent les neurotransmetteurs, toutes de manière différente. Selon ce qu'on disait, que Christy t'a dit comme terme, terminologie de phasique et tonique. Donc, tu soit beaucoup ou c'est le niveau basal. OK, mais le niveau basal, il est quand? Puis le niveau phasique, il est quand? Donc, c'est quand la fluctuation? Oui, mais pour les neurotransmetteurs, c'est ça. Pour l'insuline, c'est la même chose. T'sais, pour l'insuline et le cortisol, c'est la même chose. C'est des hormones qui ont un niveau basal et un niveau très sécrété en manière pulsatile. OK, mais est-ce que ça va influencer? Oui. Courte ou longue durée, après ça, ça peut dépendre de la génétique. Tu as fait un test génétique dernièrement, donc tu sais, dans le test génétique, tu vas avoir les transporteurs de neurotransmetteurs, donc les DAT, SERT, le Neutral, Large, lui des noms spécifiques là, finalement, là, qui transportent toute la gang des neuros, là, donc t'es comme, OK, la merde. Mais ils sont tous influencés de manière différente. Puis après ça, tu as la génétique là-dedans. Puis tu as la génétique aussi pour la production. Tu sais qu'il y a des gens qui vont faire de la sérotonine, sont pas bons de base. Ils ont déjà, ils partent avec 2 strikes. Ben c'est sûr que s'ils partent avec 2 strikes de sérotonine, puis tout ce qu'ils font, c'est boire du BCA toute la journée, c'est pas qu'ils soient dépressifs. Tu sais, on peut avoir un problème. Fait que, tu sais, c'est un peu. Puis pourtant, oui, mais oui, ça fait ça. Parce que en plus, tu leur donnes pas de substrat, puis tu t'encourages qu'il y en ait pas. Fait que, tu sais, c'est tout un topo qui est super pertinent, puis qu'on commence à peine à voir
l'utilité. L'utilité et le reflet. À quel point c'est pertinent finalement. Ouais, parce que c'est cool à apprendre, comme on dit à chaque fois, mais comment est-ce que tu peux jouer avec réellement? Tu peux pas tant que tu n'as pas réglé tous les problèmes de base de toute façon. Tant que tu n'as pas mis ton terrain à niveau, finalement, c'est un peu. J'avais cette discussion-là, à un moment donné, avec mon mentor, Alex Vasquez, puis Corey Schuler. Donc, deux personnes qui ont tellement d'aide après leur nom que finalement, il faut qu'il y ait une carte d'affaires cliente. Mais j'avais cette discussion-là à 3 sur Facebook avec les deux personnes. Puis on s'entend que ces deux personnes-là ont des qualifications complètement ridicules. Là. Ça n'a aucun bon sens. T'as 3 doctorats pour Alex Vasquez, puis je pense que Corey Schuler, genre 8 lettres après son nom. Là, fait que c'est pas quelque chose que. Puis on venait au même concept que j'adore le concept de la génétique, de la génomique. T'sais, on a des amis qui sont vraiment très bons là-dedans. Mais il dit, pour vrai, il dit 80% de tes clients, un coup, tu as corrigé pour de l'oméga 3, du magnésium, une alimentation qui semble intéressante. Ça va bien aller, là, oui, là. Il dit, il va peut-être avoir une fluctuation là-dedans, peut-être que tu pourrais pousser plus loin, oui. Est-ce que ça s'adresse à 100% de la population? Non, ça s'adresse à l'élite. Donc, les gens qui veulent vraiment aller chercher la coche ou qui ont des astiques de problèmes bizarres, que même s'ils mangent bien, le cholestérol est dans la botte, ou ils dorment pas, ou, tu sais, c'est tout l'exception. Ouais. Fait que c'est super le fun. Tu sais, je pense que cette focus à génomique-là est arrivé avec le MTHFR, énormément, il y a une quinzaine d'années, parce que c'est lui qui est devenu le gène, parce que c'était relié aux déformations spinal bifida et chez l'enfant, parce que c'était au niveau du métabolisme des folates. Mais qu'après ça, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas si pertinent que ça. C'était intéressant pour le métabolisme des folates, mais c'est peut-être pas une si grosse bigger picture que ça. C'est pas l'enzyme clé de. C'est pas ce qu'on pensait que c'était il y a 15 ans. Fait que c'est un peu. Le concept est super intéressant. La génomique vient expliquer des différences entre des individus. C'est ça qui est super intéressant. Puis après ça, de l'expression, comme on disait tantôt. Telle vitamine peut faire une expression de telle affaire, telle vitamine peut faire ça, telle vitamine ne peut pas faire ça. Fait qu'il y a un gros topo là-dedans que je pense que ça devient qu'il faut que tu spécialises dans une affaire. Il faut que tu viennes, OK, donc je maîtrise cela, est-ce que je pourrais apprendre un peu d'affaires là-dedans? Oui. Est-ce que je vais me spécialiser là-dedans? Non. Mais je vais garder mon côté comme ça, je vais garder ça, puis à un moment donné, j'ai du temps libre, je le ferai ou je référerai. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout devenir bon dedans. Oui, c'est jamais un péché de dire je ne sais pas ou je me sens pas confiant là-dedans. Exact. Le monde ne comprenne pas ça. Le monde, ils ne comprennent pas ça. On dirait qu'ils veulent soit impressionner, fait qu'ils disent un paquet d'affaires, mais finalement, au bout de la ligne, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est vraiment impressionnant dans ce qu'ils ont dit. Parce que c'est un peu ça, l'expression après ça. Puis ce que tu fais, ben oui, mais la personne n'est pas capable de faire 80% de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on va vraiment regarder si son Fatty Acid Transporter, le FTO, est pertinent? Ben, il n'est pas capable d'arrêter de manger des pogos. Fait que je m'en fous un peu, finalement. Pour l'instant, c'est pas ton gros problème dans la vie. C'est ça. Fait que moi, j'adore ça. J'adore ce que Christy fait. Ça n'a aucun sens. Ça fait capoter bien raide. Mais des fois, j'ai dit, Christy, oui, mais elle dit, moi, je pogne juste du monde magané. Elle dit, au prix que je charge, elle dit, le monde, quand j'ai rendu mon bureau, c'est parce qu'il n'y a plus vraiment d'options. Fait que, OK, ça, je comprends. Ça, je suis d'accord. Après ça, de faire des general recommendations de base, c'est pour ça que c'est là comme on s'entend moyen, des fois en privé. Je disais, hey, ouais, on peut s'entendre que c'est pas si pire que ça. Ouais, mais on peut s'entendre que c'est pas si pire que ça, puis que tu pognes vraiment du monde magané. C'est un peu le discours. Mon gros pet peeve, c'est la glutamine, par exemple. Exemple. Puis et moi, je suis d'accord. Quand tu regardes tous les pathways, effectivement, c'est comme. T'as pas envie de donner de la glutamine après avoir entendu ça. Mais après ça, tu regardes que nous autres, on fait que du bureau, puis j'ai vu des glutamines vraiment mal tournées. Mais mettons que ce client-là, tu aurais pu t'attendre qu'il y ait bien des affaires qui tournent mal. C'est ça. Fait que oui, OK, j'étais contre, j'ai toujours été contre les protocoles de mégadose de glutamine parce que ça, j'ai jamais pensé qu'une acétamine en mégadose, c'était une crise de bonne idée. Ouais, parce qu'ils utilisent un pathway tout le temps comme, OK, tu as trop de possibilités. Mais en petite dose, tu sais, Bastyr University a upgradé son protocole il y a une couple d'années à 5 grammes 3 fois par jour. Avant, il était à 3 grammes 3 fois par jour. On parle de la plus grosse université de docteur en naturopathie aux États-Unis. Fait que tu sais, les champions qui en donnaient 23 fois là, pour régler des problèmes, ouais, eux utilisent 3. Eux ont un doctorat. Toi, t'es coach de fin de semaine.
Fait que tu sais, je suis comme, dans une seconde, là, ça doit marcher à 3. Il y a peut-être moins de chances que tu te pètes la gueule à 3, par exemple. 3, c'est beaucoup moins agressif comme dosage. Je pense que c'est un peu dans l'exagération ou dans bigger is better que des fois on a vu que finalement ça marche pas vraiment. J'ai pas vu grand monde se péter la gueule à 3 grammes de vitamine, moi. Un personne m'a dit que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai une crise d'anxiété. J'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. À 20, j'ai vu une couple d'affaires bizarres arriver. J'ai vu du monde se ramasser à filer très croche et avoir une diarrhée intense, puis avoir des affaires comme ça marche vraiment pas. OK, descendant à 5. Ah, ça va pas ça. Okay. Peut-être que t'as juste trop de vitamines. Fait que tu sais, c'est le temps de regarder, ramène. Après, oui, tu sais, des cas comme sévères, cliniques, oui, OK, on va te faire un test pour te référer à Christy pour checker ta génomique. Pourquoi? Tu as l'argent? Oui, OK, good. On ne trouve pas la solution. Là. Tu fais tout ce qu'il faut, puis ça ne s'améliore pas assez pour justifier que c'est les petites erreurs que tu fais qui font ça. Donc. Ouais, on trouve toujours aussi les déviations du plan. Ouais. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde. C'est normal. Fait que, tu sais, après ça, c'est ça là, que ça devient pertinent. Parce qu'on peut pas, personne ne va suivre un robot. Il y a personne qui va être un robot. Il va suivre le plan comme un robot parfaitement, avec aucun écart. Il n'y arrivera rien dans sa vie qui va faire telle affaire. Non. Il y a un écart normal. Est-ce que cet écart-là normal justifie l'effet secondaire? Non. OK, ben là, la génomique devient pas pire. Parce que là, tu vas faire, OK, ben on va regarder le fun s'il n'y a pas un défaut dans son expression enzymatique. Que, OK, on pourrait peut-être corriger ça. Sachant que tout le monde en a de toute façon, mais c'est juste que ça pose pas de problème à, je sais pas, 80% des gens. Ben, c'est un peu comme on parlait la dernière fois, c'est qu'il y a des gens qui ont, avec le symptôme, depuis qu'ils sont à l'âge d'être conscients et choisir plus leur choix, disons l'adolescence, ont fait en sorte qu'ils ne se sont pas mis dans une situation qui faisait ça. Est-ce qu'ils ont par la même fait bypasser cet enzyme-là? Oui, parce qu'ils ont éliminé des choses et choisi des choses parce qu'il y avait tel type de comportement. À la limite, le moment où le problème va réapparaître, c'est quand ils viennent consulter un entraîneur qui va leur donner un plan où ils ont la chose qu'ils ont évitée depuis 20 ans, ils la réintroduisent et là, tous les problèmes réapparaissent. Et l'entraîneur qui va persister à dire non, mais c'est santé ça. Et si le client n'a pas la présence d'esprit de dire ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça qui ne réussit pas et que l'entraîneur ne l'écoute pas, c'est là où on crée des problèmes qui étaient. C'est pour ça que c'est Matt qui a mis un quote sur Instagram qui a dit, si tu écoutes vraiment bien un client, il va te le dire qu'est-ce qui ne marche pas et comment le régler. Parce que même s'il ne te le dit pas, c'est ce qu'il va te dire. C'est toutes les stratégies qu'il a mises en place dans toute sa vie qui font que il a réglé son problème. Des fois, ils l'ont juste pas réglé, là, parce qu'on s'entend que ça dépend. C'est pas tout le monde qui a la conscience d'esprit d'être très à l'écoute de sa personne et de comprendre ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer, mais on est loin de OK, voilà le protocole one size fits all, prends ça, ça va marcher, puis ça va être écœurant. C'est un peu l'argument que ça fait peut-être 2 ans qu'on discute avec Chrissy des affaires de même, là, que l'alimentation, il n'y a tellement pas de one size fits all là-dedans. Là. Oui, après ça, oui, OK, on peut dire d'emblée que tout le monde mange de la vraie bouffe, good. Après ça, c'est parce que c'est des ratios de la vraie bouffe qui peuvent être différents. Des gens qui ne gèrent pas les gras, et d'autres mondes qui ne gèreraient pas de manger une diète végétarienne. Ça pourrait les tuer de manger vegan, puis d'autres mondes que ça pourrait les tuer de manger du bacon. Fait que, on est comme dans 2 extrêmes, oui, mais techniquement, les 2 sont des vrais aliments. De manger des avocats ou de manger du bacon, techniquement, les 2, c'est de la vraie nourriture. Fait que, mais oui, mais après ça, c'est comment ton corps le gère. Mettons à son mieux. Parce qu'on s'entend, l'expression de la génétique, ça te donne les chances. Donc, c'est à son mieux. C'est comme, je te mettrai rien de plus, je mets tout à 0, ça va faire ça. Est-ce que je peux améliorer telle affaire? Oui. Est-ce que si je donne l'oméga 3, ça améliore cette enzyme-là qui, elle, va t'aider à métaboliser mieux le gras de bacon? Oui. Bon, ben, on peut-tu faire ça parce que ça me tente pas d'arrêter de manger du bacon? OK. C'est. Oui, c'est un dialogue qui s'ouvre. C'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour avoir ça, et ça permet de réévaluer ses objectifs pas mal aussi. C'est vrai. Ben, c'est ça que ça sert. Ça va servir d'un outil super pertinent. On a vu. Je ne sais pas quand ça va être diffusé, là, mais le film Game Changer, donc la niaiserie qui ont sorti de documentaires pseudo-scientifiques, quand tu te mets à fouiller un peu, tu te rends compte que le végétarisme, le végétalisme, ça peut être très correct pour une partie de la population. Là. Mais, c'est un peu ce que ma blonde disait tantôt, qu'on a parlé au souper, c'est que la personne
moyenne qui veut suivre juste une bonne alimentation, une personne moyenne veut suivre une bonne alimentation végétarienne, va devoir être beaucoup plus attentive à des besoins nutritionnels que l'autre. Parce que l'autre, elle mange de tout. Donc, elle est sûre de ne pas te carencer dans rien si elle mange bien de tous les aliments. Tandis que si le végétarien ou la végétarienne décide de manger que du végétarien, sans vraiment regarder, par exemple, le fer, la B12, la choline, les oméga 3, la protéine, ben, elle peut facilement être carencée. Parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus dures à les trouver de manière efficace dans la végétarienne. Puis même contrer son inverse un peu, parce qu'il y a il y a aussi des documentaires sur la diète cétogène, qu'il y a des gens qui décideraient de manger la diète cétogène du jour au lendemain, avec ce qu'on voit dans les maudits livres de diète keto, donc de la crème, du beurre, du fromage, puis du gras de bacon, ben ils pourraient se tuer plus vite. Ils pourraient faire de l'Alzheimer plus rapidement, des maladies cardiovasculaires, ils pourraient se ramasser avec des conditions dégénératives beaucoup plus rapidement, parce qu'ils ont décidé de être keto, quelque chose qui est supposé être la diète magique pour l'être humain. Donc, on est dans les extrêmes où la génétique a un rôle super important à jouer, et où on a le gros bon sens aussi. Là. Mais bon, ça, c'est le gros bon sens pour avoir qu'il l'autre, donc on va le donner à la génétique. Fait que c'est un peu ça. Fait que on est rendu très loin dans les concepts de l'alimentation. Après ça, c'est pour ça que chaque personne doit être évaluée de manière efficace. Tu sais, t'es mon ami, t'es aussi une de mes élèves. Pat qui filme aussi. Les premières choses que je vais dire dans les cours de niveau 1, c'est si tu ne regardes pas pour quelque chose, si tu n'évalues pas quelque chose, tu ne peux pas le savoir. Donc, si tu ne poses pas une question, puis tu n'extrapoles pas, tu n'essaies pas de comprendre comment ça marche, tu n'as pas à côté d'une réponse. Probablement peut-être très facile à trouver si tu avais juste posé la question. Plusieurs fois peut-être. Plusieurs fois peut-être, à chaque rendez-vous, puis à chaque thé, sur une période de plusieurs mois. Mais si, un moment donné, tu fais juste par ben non. Tu sais, puis on le fait l'erreur. C'est correct, je l'ai déjà fait aussi, de manière à arrêter de poser des questions, parce que cette question-là, parce que c'est toujours vrai, on continue à la poser. Même si le client dit, ouais, mais hey, je te dis, ça va bien, on est pas vraiment mal à chaque fois pareil. Tu sais, fait que c'est tout le temps, pour arriver à m'en donner une réponse, ah ouais, non, cette semaine, vas-tu manger telle affaire? Puis là, ça m'est arrivé, ok, bon. J'ai peut-être quelque chose, j'ai trouvé un problème, pourquoi tu es venu me voir au début? Tu sais, c'est tout dans ça. Tu sais, if you don't test for it, you don't know. Fait que. You guess. That's it. If you don't test, you guess. On est au Canada, donc, comme on n'a pas de diplôme médical, il y en a beaucoup de guesswork. Mais c'est plus du detective work que du guesswork, parce que souvent, on ne le guesse pas vraiment, on va essayer de le trouver de manière déductionnelle. Mais oui, c'est ça. Ah, du coup, par exemple, au début, on parlait de comment l'hémoglobine glyquée est un très mauvais indicateur de la résistance à l'insuline. Toi, dans ta pratique, comment tu fais pour trouver que quelqu'un est résistant à l'insuline? Tu as parlé de l'appétit, du sommeil. Bien, tu sais, souvent, les observations cliniques qu'on peut remarquer que les gens qui sont un peu résistants à l'insuline, leur tissu n'aura pas un fonctionnement, tu vois que leur tissu va avoir tendance à l'être dysfonctionnel. Donc, tu sais, comme je prends le pourcentage de gras, donc je touche à mes clients. Tu te rends compte que les tissus souvent des gens qui sont plus maganés ont un tissu qui n'a pas l'air sain, donc qui n'a pas l'air oxygéné, qui n'a pas l'air être en santé, même si des fois la personne est relativement mince. Là, ta pince, c'est comme, ma semble, ça le coupe pas. Ma semble, c'est pas sharp. Après ça, tu peux regarder comment la personne est capable de ne pas manger pendant un certain temps. Parce que la plupart des gens qui sont un peu assez résistants à l'insuline ont vraiment une très mauvaise flexibilité métabolique. Fait que quand tu vas leur couper leur glucides en bas de leurs besoins, à un moment donné, la capacité de l'immunoglycogénèse, donc de faire des glucides à partir des protéines, va être limite, parce que c'est le processus énergétique le moins efficace du corps humain. Fait qu'ils vont avoir des grosses fluctuations, puis des sauts d'humeur, puis ils vont dire, je file pas, puis je file pas, puis je file pas. Tu fais, moi, c'est pas normal. Puis oui, tu peux avoir pas filer un peu, mais normalement, ton système devrait être capable de pick-up, puis, OK, mettre de l'énergie en circulation, ça va bien, tu sais. C'est des indicateurs qu'il y a une mauvaise flexibilité métabolique. Oui, mais ça, c'est relié directement avec la sensibilité à l'insuline. Donc, si le corps n'est pas capable de gérer ses fuels, ça peut être d'autres choses, ça peut être relation au stress, là, mais tu sais, c'est de le voir. C'est un peu problématique de le guesser. Je vais t'avouer que, d'emblée, quand les clients rentrent, puis qu'ils mangent une diète nord-américaine moyenne, je vais noter qu'ils ont sûrement un degré de résistance à l'insuline. Est-ce que je vais faire comme s'il était résistant à l'insuline? Non. Je vais juste donner une alimentation, en fait, qui je juge intéressante et on verra.
Puis on verra ce qui se passe. Dans certains cas, le tissu ne change pas, la personne ne répond pas. Là, tu te rends compte que c'est peut-être un peu plus pathologique que je pensais. Même si techniquement je ne peux pas te traiter, mais je peux quand même avoir des suggestions qui sont un peu plus pointues, pertinentes pour ce client-là, pour essayer d'arriver à mes fins. Donc, c'est quand même touché. Des fois, j'ai des médecins qui sont super gentils, fait que je fais des demandes à mes clients de faire des tests supplémentaires qui ont rapport avec l'insuline et je les ai. Donc, ça peut. Moi, je ne peux pas diagnostiquer, mais je peux voir des indicateurs sur une prise de sang que, OK, ben, il y a peut-être quelque chose qui va moins bien, sans dire au client que tu as un problème de résistance à l'insuline. Moi, ça me donne un indicateur. Donc, ça peut être très pertinent. Et souvent, souvent, il y a des tests qu'on peut faire qui sont quand même intéressants. Tu sais, juste le taux de taille rapport à la grandeur, c'est une des marqueurs les plus niaiseux à faire que tu peux regarder pour la santé métabolique. Fait que il faut que tu gardes un ratio que c'est la moitié de ton taux de taille en grandeur. C'est un des marqueurs. Est-ce que c'est un marqueur infaillible? Pas du tout. Parce qu'il y a environ 5 à 10% des obèses qui sont métaboliquement sains. Fait que là, ça te laisse cette population-là qui sont pas correctes. Puis tu as aussi une bonne partie de la population qui sont minces, qui sont très très malades métaboliquement. Donc, tu sais, ça te donne une erreur, mais ça te donne un point de plus dans l'évaluation. Oui, c'est toujours comme des tas de petits indices qui vont faire que ça va révéler le pattern sous-jacent, mais c'est pas un seul indice qui donne la. Il n'y a pas juste un indice, parce que je veux pas, j'ai pas accès à des prises de sang, j'ai pas accès à demander plein d'affaires à un médecin. C'est sûr que quand je parlais devant les médecins, j'ai proposé des tests parce que les autres peuvent les demander. Ouais. Fait que je leur ai donné plein d'outils cliniques qu'eux pourraient se servir, que moi je peux pas. Mais c'est quand même un peu. Pour eux autres, c'est plus facile finalement. Mais oui, fait que c'est quand même assez pertinent. Je pense qu'on sous-évalue l'impact que la naturopathie pourrait avoir sur la santé en général. Parce que oui, au Québec, la naturopathie, c'est super mal encadré. On en parlait tantôt quand je suis arrivé. Il y a beaucoup de naturopathes au Québec qui ne sont pas naturopathes parce qu'en fait, ils n'ont aucunement la pensée holistique. C'est des coachs glorifiés. Là. Donc, c'est des coachs qui font des reçus d'assurance. C'est à peu près ça. Parce qu'ils n'ont pas la manière de thinking de naturopathie. Mais, si on se fie à la naturopathie comme elle a été présentée aux États-Unis, exemple, des docteurs en naturopathie, ben là, on aurait vers quelque chose de plus scientifique comme démarche. Ça serait peut-être plus pertinent aussi. Donc, pour les entraîneurs qui sont intéressés, l'école AAT, c'est justement pour former des naturopathes qui sont vraiment compétents. Exact. Ou on a aussi les cours pour les entraîneurs qui veulent juste faire des petits cours de perfectionnement, donc les cours des modules, donc à suivre de 1 à 3. Donc, qui permettent de souvent, pour les entraîneurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bons entraîneurs qui ont de l'expérience, qui n'ont peut-être pas une tonne de formation, qui en ont suivi, mais avec l'expérience, ils ont compris des choses. Parce que, tu sais, il faut avoir des diplômes pour être intelligent. Là. Puis après ça, ils peuvent venir se perfectionner chez Institut AT pour suivre les cours plus pointus, précis sur des sujets qu'on a mis en ordre de niveau de complexité, pour aller chercher des heures de formation juste pour allumer des lumières. Parce que c'est ça le but. Hein. Tu sais, mon but, c'est pas que demain matin, tout le monde soit comme moi, ou tout le monde soit comme Luce ou comme Pat, mais que tout le monde soit plus allumé sur des affaires. OK, ouais, j'ai vu ça, ouais, on va faire ça. Je vais créer moi-même mes propres manières d'action selon mes réactions. C'est ça le but. Le but, c'est que tout le monde apprenne à penser. Institut AT, c'est venir apprendre à comprendre avec nous. Ben, c'est ça que je veux que le monde fasse. Okay. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Bien.